C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Moi, je suis toujours un peu ennuyé par rapport à ce genre de questions parce que j'ai pas une réflexion théorique là-dessus. Je ne résous que des problèmes d'ordre pratique quand je suis confronté à des histoires ou des intrigues. Et j'ai des façons de les résoudre qui sont extrêmement empiriques. Par exemple, comme moi je fais des plans qui sont depuis quelques années étalés sur des grandes frises qui me permettent de suivre les évolutions d'agenda des personnages les uns par rapport aux autres, les endroits où ils se rencontrent, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit les deux. Et que donc ça me fait une manifestation physique de leur parcours respectif, si vous voulez, parce que comme j'en ai toujours, là dans Rétière, j'en ai toujours une quinzaine ou une vingtaine qui se croisent et s'entrecroisent en permanence. Dans Pouctou, il y en avait 80, donc si vous voulez, je suis quand même obligé de les matérialiser à un moment donné pour savoir où est-ce qu'ils en sont les uns par rapport aux autres. D'abord, une grande partie des péripéties ou des rebondissements de l'histoire, si on veut être plausible, sont quand même dictés par les circonstances qui sont celles de l'intrigue, hein, c'est-à-dire que vous ne vous sortez pas d'une scène de bataille comme vous y êtes rentré, donc forcément il y a des conséquences et ces conséquences vont avoir à la fois une influence sur le parcours du personnage mais éventuellement sur le parcours de tous les personnages qui lui sont proches. Donc ce qui va dicter mes choix en matière de tension, ça va être d'abord la cohérence par rapport au parcours des uns et des autres. Ah, grande question. Là, il y a plusieurs étapes. En fait, ça ne se fait pas en une seule étape et de façon instinctive ou spontanée ou improvisée. Donc moi, alors cette méthode ne vaut que pour moi. D'abord, c'est, comme on dit souvent, une histoire, c'est un bon début et une bonne fin. Donc ça, c'est les deux premiers ingrédients. Donc moi, généralement, c'est un début intriguant, une situation inédite, une situation originale, une situation intrigante, on va pas dire un pitch, et tout de suite une fin qui soit à la hauteur de la promesse. Donc si on a une situation invraisemblable, il faut trouver une façon de résoudre cette situation invraisemblable. Si on a un crime terrible, eh bien, il faut trouver une façon de résoudre ce crime ou le mobile de ce crime. Enfin voilà, donc il faut pour moi tout de suite avoir cette fin qui soit à la hauteur, voire même au-delà des espérances du lecteur. Donc ça, c'est les deux éléments indispensables. Si à mon avis on n'a pas ces deux éléments-là, ce point de départ, ce point d'arrivée, c'est pas la peine de commencer. Voilà. Et assez souvent, si on a ce point de départ, ce point d'arrivée, le chemin est relativement tracé parce que pour arriver de ce point A à ce point B ou ce point d'arrivée, eh bien, il faut généralement emprunter un chemin relativement tortueux. Il faut que les personnages affrontent un certain nombre d'épreuves ou se transforment, etc. Donc ce qui va normalement, logiquement, donner la colonne vertébrale d'un récit. Donc je dirais ça, c'est quand même l'essentiel de ce qui permet de commencer par maintenir l'attention. Alors, je dirais que dans un roman, dans une histoire, ce qui est important, c'est une atmosphère, c'est-à-dire de poser un cadre déjà qui va être un peu angoissant à la base, un univers, une certaine lumière, une météo, des endroits un peu qui font travailler beaucoup l'imaginaire des lecteurs. Alors moi j'aime bien tout ce qui est montagne, tout ce qui est lieu désert, un peu sombre. Donc déjà ça pose un cadre, un environnement angoissant. Puis après c'est dans le... c'est très vaste, hein, mais c'est beaucoup aussi dans la construction, c'est-à-dire que dans un roman, on va privilégier des chapitres assez courts et puis à la fin de chaque chapitre, on essaie de s'arranger pour qu'il se passe un événement dont on va avoir envie de connaître la suite, et voilà, donc en alternant un peu des points de vue, comme ça on arrive à entraîner le lecteur dans un livre qu'il n'a pas envie d'abandonner. Et puis je vous dis, comme c'est matérialisé physiquement et que j'ai tendance à colorier, c'est-à-dire à mettre des masses de couleurs en avant dans les plans, en associant chaque personnage à une couleur, je vois, si vous voulez, dans la représentation physique du texte, les endroits où il y a des masses très très forte qui indique qu'il y a là peut-être une trop grande concentration du récit sur un type de personnage ou un type d'action. Et du coup, pour éviter l'impression d'ennui ou de redite, comme ça, j'ai tendance à réorganiser mes plans à ce moment-là en y amenant d'autres couleurs, histoire de rééquilibrer les alternances de points de vue. Mais là, je vous dis, c'est une méthode qui est extrêmement... Après, je ne suis pas à l'abri parfois
d'introduire ces espèces de phases de suspense un peu... alors, moi j'en abuse pas parce que je pense que c'est pas une bonne chose, mais un peu artificiel, qui sont les cliffhangers où volontairement vous mettez fin à une action pour que le lecteur aille automatiquement voir un peu plus loin. Bon, je suis pas très fan de ça, moi je les utilise avec parcimonie, souvent en fin de partie en fait. Dans Rétière par exemple, il y a 3 grandes parties et chacune d'entre elles est un retournement complet de la situation de la partie précédente. Donc ça arrive par l'intermédiaire de ces, à défaut d'autre chose, j'appellerais des cliffhangers, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment un suspense, c'est juste que ça rebat les cartes en fait. Donc c'est par ces petits procédés-là que j'utilise parfois, que je fais, mais de façon très empirique. Au fond, ce que je cherche, c'est pas tant le rythme et la tension que de piquer l'intérêt par le fond et par des trajectoires de personnages un peu extraordinaires du fait de ce qu'ils sont en train de vivre, parce que c'est le réel, mais en même temps c'est pas le réel de tout le monde, que je poursuis mes récits. Moi je construis souvent mes récits en entonnoir, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens au début. On a l'impression qu'il n'y a aucune raison que tout le monde se croise, puis au bout d'un moment il y a une logique interne qui se met en place et on voit où tout le monde arrive, et là tout d'un coup tout un tas de pièces se mettent en place, donc c'est comme ça que je procède, mais je vous dis c'est très pragmatique chez moi. C'est votre processus à vous. Ouais. Et ensuite, moi, je découpe mes récits en scènes. Alors, ça peut être 30 scènes, ça peut être 60, 100, bon, à voir selon le récit, mais ce découpage en scène, il est essentiel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut composer un rythme. Et ensuite, c'est une question, je dirais, d'équilibre, de taille des chapitres, de récits généralement enchâssés, puisque c'est assez souvent les récits enchâssés. Après, je dirais qu'il y a presque 2 écoles. Pour avoir lu par exemple les conseils de Franck Tillier, de ce qu'il disait dans ce secret d'écriture, lui Franck recommande d'être au plus près de son héros, au plus près de souvent son enquêteur, et de le lâcher le moins possible. Donc d'être toujours dans ses yeux, d'être toujours dans ses pas, que ce soit un narrateur omniscient, que ce soit ce héros parle à la première personne, en tout cas d'être au plus près de lui. Et dès par exemple qu'il y a un entretien, d'être toujours dans son regard. Donc ça c'est une première solution qui consiste à dire le lecteur va être son personnage, le personnage principal, et il ne va voir que ce que voit le personnage principal. On pourrait presque dire c'est la méthode Harry Potter. Dans Harry Potter, dans toutes les scènes, il y a Harry Potter. Jamais, on n'a jamais une scène où Harry Potter n'est pas là. Tout ce qu'Harry Potter sait, tout ce que le lecteur sait, Harry Potter le sait. Il n'a jamais de temps d'avance, très rarement. Il y a juste les scènes d'exposition d'Harry Potter où Harry Potter n'est pas là. Bon, généralement, il y a Voldemort, c'est la première scène d'exposition. Ensuite, on est là. Donc ça, c'est une première école qui veut dire, voilà, on va s'identifier au personnage, on ne sait pas ce que font les autres personnages, on est collé au héros. Donc, voilà. Et l'autre école, qui est plutôt la mienne, en tout cas celle que je pratique le plus souvent, c'est au contraire le récit choral. C'est-à-dire qu'on va maintenir ce suspense, cette attention, parce qu'on aura plusieurs narrateurs, on aura plusieurs personnages, et on va en permanence passer d'un personnage à l'autre, d'un point de vue à l'autre, et donc le lecteur aura l'impression d'avoir toujours soit un temps d'avance, soit un temps de retard, mais il ne sera jamais effectivement... Voilà. Donc c'est les deux, finalement, les deux écoles ou les deux façons d'écrire. Parfois on peut s'amuser à brouiller les pistes et à être à la fois sur un enquêteur et de temps en temps mélanger, mais en tout cas il faut quand même y penser quand on écrit.